Voilà, comme ça, t'es dans le thème. Le thème. Bah, Tu rouges à lèvres sur les lèvres? les bouches rouges. Les bouches rouges. Les bouches rouges. En fait, son compte s'appelle Les Bouches Rouges. Voilà, donc j'ai lancé il y a quelques mois un commerce de vin en ligne, un site de vente en ligne, avec que des vins qui ont été faits par des vigneronnes, donc d'où les bouches rouges. Et c'est pour ça que tu as fait faire un diaphragme contraceptif. Exactement. Voilà, on peut le mettre aussi sur la bouteille. Je ne savais pas qu'on utilise encore des diaphragmes, c'est intéressant. Comme méthode contraceptive, au moins, c'est sans injection d'hormones dans le corps. Les Bouches Rouges, donc c'est le commerce d'Angélique Baillet. Et tu es située où géographiquement? Géographiquement, je suis à Liège, mais je livre province de Luxembourg et j'expédie partout en Belgique. Dans le Mout. Pour l'instant, la Belgique. Elle livre avec ses bras musclés en province de Luxembourg, parce que c'est pas très loin de Liège. Province de Namur aussi ou pas? J'expédie. Limbourg? Partout, c'est possible. J'expédie ou je livre. Et en fait, tu n'as pas de magasin? Pour l'instant, j'ai pas de magasin fixe, non, mais à voir pour la suite. C'est un magasin virtuel, en fait. Voilà. Donc cette créature est virtuelle. On n'est pas certain qu'elle soit en 3 dimensions. Qu'est-ce donc que tu m'as amené, les Bouches Rouges? Donc je t'ai amené l'envie, tout un programme. Hein. Me donne l'envie d'avoir envie. Et en fait, en commençant mon activité, j'avais envie de faire un vin avec l'étiquette Les Bouches Rouges. Donc j'ai fait un blanc, un rouge et un rosé. Je voulais un vin de copains, facile à boire. Donc je me suis tournée vers des régions comme le Languedoc. Un vin de copines? De copains et de copines. Comment? C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Et donc j'ai trouvé, je connaissais déjà le Château Couperose, je les avais déjà rencontrés bien avant de commencer mon activité. Leur vin me plaisait et ils ont tout de suite été d'accord pour une collaboration au niveau d'un vin avec mon étiquette. Après, il a fallu trouver une illustration. Et comme je travaillais qu'avec des vins faits par des vigneronnes, je me suis dit que c'était pas mal de pousser le concept un peu plus loin et de faire aussi, de mettre en avant aussi pour l'étiquette une artiste. Femme donc, et j'ai trouvé on était un petit peu sur Instagram, j'ai trouvé Héloïse Coussy qui est une artiste bordelaise et elle avait déjà réalisé des illustrations dans le cadre, je sais plus, quelque chose en rapport avec le vin, et elle avait fait une illustration pour un vin rouge, un blanc et un rosé. Et du coup, j'aimais bien ce qu'elle faisait. Je trouve que ses dessins reflètent pas mal des situations de la vie de tous les jours. Elle met beaucoup d'émotions dans ce qu'elle dessine. J'aimais bien, je l'ai contactée, je me suis dit, tu la contactes, et elle a été emballée par l'idée, et elle a été d'accord que j'utilise ces illustrations pour mes étiquettes. On a remanié ça avec un graphiste, et on a gardé aussi donc le nom, l'envie pour celui-ci. Et alors un petit texte qu'elle avait écrit, peut-être ça va t'inspirer. Le rouge pour sa couleur charnelle sous les traits d'une femme, observant avec désir le liquide, l'odeur, les arômes que renferme son verre. Voilà. Alors moi, je vais te raconter une autre histoire que tu ne connais pas, on n'en a pas parlé avant. C'est qu'il y a 25 ans, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Pascal Frissan et son épouse, sa compagne, c'était pas son épouse, qui s'appelle Françoise Le Calvez. Ah ouais. Et à l'époque, monsieur Le Calvez, le père, vivait toujours au domaine, garçon, un breton, avec un caractère de breton. Et Françoise et Pascal sont devenus des gens que j'ai beaucoup fréquentés, que j'aime beaucoup. Ils m'ont fait rencontrer quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean-Pierre. Enfin, je me fait rencontrer par hasard. Je faisais des conférences à Béziers, dans un truc qui s'appelait le Chameau Ivre, qui était un truc monté un peu anarchisant fin des années 80, début 90, par un collectif de vignerons très actifs et plutôt très à gauche. Et je faisais des conférences pour leur parler des vins du monde, etc. Et Couperose, ça fait partie de ma vie profonde. Okay. Et c'est très très drôle que tu en parles. Et je vous jure que c'est pas du tout un truc préparé, c'est pas du tout un truc téléphoné. Je voyais la capsule avec la rose de Couperose, et puis en regardant pendant qu'elle discutait, je voyais Château Couperose. Puis elle parle de Château Couperose. C'est à côté de Minerve. C'est un des
plus beaux coins du monde. Minerve, c'est un endroit extraordinaire. C'est un village cathare fortifié sur un éperon rocheux. Il y a 2 canyons, puisque les rivières sont à sec. En été, on donne des spectacles de théâtre dans le canyon, le long de Minerve. Et avec Pascal Frissan, j'ai un jour assisté à un spectacle sur l'histoire de la révolte paysanne qui a eu en 1907, si je ne dis pas de bêtises, le grand meeting de Narbonne. Il y a eu 1 million de personnes dans les rues de Narbonne. Un meeting qui a été suscité. C'était une vraie... C'est la dernière jacquerie en France. Donc les paysans ont pris les armes et refusé de payer leurs taxes. L'armée a réprimé très fortement. C'était Clémenceau, je pense, qui était ministre de l'Intérieur, qui a fait donner la troupe. Il y a des conséquences historiques énormes à ce truc. Il y a eu, comment il s'appelait, Marcelin Albert, qui était un leader syndical, qui a galvanisé ses troupes, les paysans, parce qu'en fait, on surtaxait le sucre et que, comme il chaptalisait parce qu'il faisait pisser la vigne, eh bien, on a augmenté les taxes de façon brutale. Et il y a vraiment eu un mouvement énorme. Et il y a eu un mouvement incroyable, c'est que Clémenceau a fait marcher la troupe, les soldats, contre les vignerons, et que les soldats ont refusé de tirer sur les vignerons parce que à l'époque, on casernait les gens près de chez eux. Et donc, c'était leurs frères, leurs cousins, etc. Et donc, ils ont refusé de tirer dessus. Et il y a eu une répression absolument dingue. Donc, les mutins, puisqu'ils ont refusé d'obéir aux ordres, ont été envoyés dans les bagnes, que ce soit en Algérie, que ce soit à Cayenne, etc. Donc, c'est énorme ce qui leur est arrivé. Certains en sont morts, évidemment. Et depuis lors, à cause de cette révolte paysanne, eh bien, on n'a plus jamais caserné les soldats en France près de l'endroit d'où ils venaient, pour leur permettre de tirer en toute conscience et d'obéir aux ordres et de ne pas refuser les ordres. C'est un truc de dingue. Tout ça avec une révolte paysanne. Et ça, c'est Pascal qui m'a fait découvrir. Pascal, qui est donc le compagnon de Françoise, et qui est un vieil anard du vin, mais un savant du vin, quelqu'un qui a travaillé avec l'OIV, qui a travaillé aux entretiens de Ribot dans les années 80, où on a donné une série de conférences qui notamment reparlaient de l'origine du vin, où on a trouvé du vin en Espagne beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, etc. Enfin, il y a plein de choses. Ce type est un savant fou du vin, et Françoise est une femme de caractère. Ouais. Et je suis bien content que tu aies fait ton vin chez eux, parce que c'est honnêtement, je sais que ça paraît pas crédible, parce que c'est trop beau pour être vrai, mais je vous jure que c'est vrai. Et je peux même te dire encore mieux, j'ai préparé les championnats d'Europe de sommellerie. Je me suis retiré pendant un mois dans une petite maison qui appartenait à un ami à eux, qui est un ami à moi, qui vit à Bruxelles pour l'instant, et qui est un vigneron, et qui m'avait prêté sa maison juste à côté de chez eux pour que j'aille étudier pour le championnat d'Europe, avec le résultat que l'on sait, puisque ma fille est née 3 jours avant le championnat d'Europe. Donc déjà, j'étais pas très motivé à ce moment-là, puis je n'avais pas assez étudié, j'avais trop découvert la région, donc tu vois. Et pour en revenir brièvement à Françoise, donc elle a un diplôme d'ingénieur agronome. Il se pose la question, quand son père, je pense, en a marre, de voir si elle reprend ou pas. Donc son père, breton, comme tu l'as dit, n'a pas de problème à ce que ce soit une femme, donc sa fille en l'occurrence, qui reprenne le domaine. Par contre, à l'époque, c'est fin des années... 80. Fin des années 80, oui, c'est en 87. C'est pas très courant, donc c'était pas évident pour elle au départ quand même. Mais elle s'est lancée dans l'aventure. Elle a changé pas mal de choses, puisqu'avant ils mettaient tout en coopérative. Elle a décidé d'embouteiller elle-même et de faire vraiment ses propres cuvées. Elle s'est tournée vers une agriculture... D'abord raisonnée, puis bio. Puis elle est arrivée au label bio. Et en fait, ses enfants sont dedans et travaillent avec elle et sont en phase de... Enfin, en tout cas, essayent de tourner vers même la biodynamie. Donc voilà, c'est... Si tu veux, et alors je peux encore te raconter une histoire. Oui, vas-y. Françoise, qui est une féministe, avait pour son importateur allemand, enfin non, pas pour son importateur allemand, avait créé une cuvée Rosa Luxembourg. Ouais. Rosa Luxembourg, c'est la seule
Enfin, c'est une révolutionnaire. Elle était assassinée par les Spartakistes. Elle était la seule révolution populaire qu'il y a eu en Europe, c'est la révolution allemande. C'est une vraie révolution populaire. Et malheureusement, ou j'en sais rien. Enfin, elle a été réprimée de façon très violente. Et Rosa Luxembourg est une héroïne de cette révolution. Et Françoise a fait une étiquette qui reprenait les couleurs de l'anarchie, le vert de l'espoir, le noir et le rouge. C'est une étiquette très minimaliste, cuvée Rosa Luxembourg. Et en fait, elle a dû changer son étiquette. Et elle a dû changer le nom du vin. Parce que son importateur allemand était pas super fan de l'idée. Et ça marchait pas bien. Mais donc, elle avait déjà, il y a plus de 20 ans, il y a presque 30 ans, consacré une cuvée à une femme, tu vois. Ouais. C'est drôle. Comme quoi le monde est vraiment petit, en fait. Petit, ouais. Je suis vraiment scié sur le coup. Et du coup... Au niveau du domaine, c'est un domaine de 45 hectares, donc en bio, comme on a dit. Donc c'est situé dans le Minervois. On a aussi juste à côté de Minervois. On a aussi Minervois à la Connette. À la Connette, oui. Les vignes sont dans le Haut-Minervois, donc on a quand même une altitude entre 250 et 300 mètres. Le terroir, c'est un sol caillouteux et argilo-calcaire pour ce vin-là. Il y a surtout un truc, ouais. C'est que c'est vachement bon. Oui, c'est très gouléant. Ouais, ça se boit tout seul, c'est du fruit, c'est juteux, c'est facile. C'est loin de l'image que l'on a du Minervois quand on connaît pas bien le vin. C'est-à-dire que c'est pas lourdin, que c'est pas alcooleux, c'est bien maîtrisé, et il y a vraiment beaucoup de fruits. C'est quoi l'encépagement ? Ici, on est à 50% Grenache, 50% Carignan, et vraiment une petite touche de Syrah. Carignan qui apporte la fraîcheur, ouais. Grenache, les notes épicées. Des notes de prunelle sauvage aussi. C'est moins crevé, quoi. Et tu vends ça à quel prix ? C'est ce que je voulais, c'est un vin de comptoir, de copain, de toute occasion. De fiesta, quoi. Voilà. De Guindaille. Il est à 9,95 celui-là. Ben voilà. Comme ça, vous savez tout. Ça s'appelle Les Bouches Rouges. Vous tapez www.lesbouchesrouges.be. C'est comme ça ? .be, oui. Ouais, les Bouches Rouges. Pardon, non, pas wine. Qu'est-ce que je raconte ? .wine. .wine. Donc lesbouchesrouges.wine. Ça vaut 9,95. Ça s'appelle L'envie d'avoir envie. Et alors, à côté de ça, il y a le blanc qui s'appelle Les Souvenirs et il y a le rosé qui s'appelle L'Oubli. Donc, je pense que chacun y trouvera son compte. Et bientôt, bon, ça c'est une avant-première, mais il va y avoir un crément d'Alsace et qui s'appellera l'euro. L'euro Toto. Voilà. J'ai oublié. Ça s'appelle quelque chose qui me ressemble, c'est indécence. Voilà. Bon, je vous laisse. Moi, je vais aller directement prendre une douche froide. À plus tard. Que ciao. Salut. Non, je prends une douche froide tout seul. Je sais, mais je savais pas quoi faire.